Il y a 2 livres que je voudrais vous recommander de lire. Édouard Durand, Un cri de colère, un cri du cœur. Et Judith Chemla, Notre silence nous a laissés seuls. Et je voudrais vous lire juste quelques paragraphes. Nous haïssons secrètement les victimes, car elles nous renvoient une image lamentable de l'état de notre communauté. Notre confort moral en est dérangé. L'oppresseur, celui qui se permet d'exercer sur l'autre sa propre violence, nous rassure au contraire, si tant est qu'il sache un peu se dissimuler. Il nous raconte une autre histoire, bien plus légère. Et ce désir de puissance que nous cachons secrètement en nous jouit des excès d'autrui. C'est la permission de tous les débordements, c'est la permission de tous les débordements. La liberté sans frein, sans y toucher. La moralité tant convoitée, l'insouciance tant espérée. Et tant qu'il n'y a pas mort d'homme, pourquoi s'en inquiéter? S'approprier l'autre n'est pas si grave. Tout comme nous nous approprions les ressources qui nous entourent, c'est dans l'ordre des choses, rien d'extraordinaire. Les victimes nous renvoient à notre propre responsabilité quant à la chaîne des violences qui tient encore notre société. Et c'est insupportable. On ne veut pas voir ça. On ne peut pas tolérer d'être à ce point complice des violences qui s'exercent chaque jour dans notre pays. C'est pourtant le cas. Cet asservissement à la violence m'a valu des années d'aveuglement, de consentement au pire, ou à ce qui y mène, l'écrasement de notre dignité en tant qu'être, en tant que société. Les conséquences sur nos enfants sont parfois les seules capables de nous pousser à sortir de l'ornière, à nous réveiller de ce déni. Dans mon cas, il est question de briser la continuité de l'emprise qui perdure souvent après la séparation et dont les enfants sont les victimes ignorées. Mon récit est-il impossible aujourd'hui, encore? Impossible car j'abattrai sur la table la figure sacrée du père, non pas le père idéal pourtant, non pas le père symbolique, mais le père réel. Malgré tout intouchable, indissociable de sa sacralité par nos institutions dont il semble être toujours la figure de proue, il serait de taille à me faire reculer, à me faire craindre que tout ce que je dirais soit retenu contre moi. Oh, je sais ce que je risque. La réputation d'un homme est plus prompte à être défendue par notre société que la vie d'une femme ou d'un enfant. Ça n'est pas tolérable. J'ose ici parler tout en sachant que celles qui ont choisi de dévoiler le calvaire enduré sont punies bien plus facilement que ceux qui nuisent et saccagent dans l'intimité. Je ne peux m'y résoudre. Je prends donc le risque de revenir sur mon histoire privée et intime et je le réalise enfin terriblement politique. Ce silence requis autour de la vie privée est le terreau le plus fertile du déni et de l'oppression. L'enclos familial en est là, sanctuaire préservé depuis bien trop longtemps. Les violences se perpétuent et prolifèrent dans cette machine étouffée que génère souvent l'unité imposée par la famille. Et pour ne pas détruire ce socle, il faudrait continuer de se taire. Raconter, dire, pour se reconstruire, se comprendre soi-même, serait alors interdit? Ce silence dont on voudrait nous faire croire qu'il est le garant d'une certaine tranquillité est indigeste, mortifère. Car s'il n'est pas mis au jour, le passé ignoré ressurgit toujours. Et la paix sociale invoquée pour qu'on ne cherche pas trop à le remuer est un leurre. De ce silence, combien meurent? Dans ce silence, combien survivent étouffés et détruits de l'intérieur? Contempler le désastre qui m'entoure me pousse à parler, à raconter cette oppression à laquelle j'ai consenti malgré moi, car si peu consciente et si peu informée. Les mécanismes de cet asservissement à la violence sont ancrés en nous tous, femmes et hommes. Nos enfants ont le droit d'y échapper. Je vous invite fortement à lire ce livre. Je serai plus courte. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles et d'inceste. Et ce cri de colère du juge Édouard Durand. Commençons par ce qu'il faut voir. Ça, faut-il l'entendre, puis voir les images que les mots suscitent? Oui, il le faut. Un pénis. Parce que les violeurs d'enfants sont de sexe masculin. Pas toujours, mais presque toujours. Un pénis d'homme adulte. Car les violeurs d'enfants sont majeurs. Ils sont parfois mineurs,
souvent même, mais plus grand que l'enfant victime. Un pénis d'homme adulte, dans la bouche ou dans l'anus de l'enfant, dans le vagin, si c'est une petite fille, dans ses mains, ou des mains d'homme adulte sur le sexe ou les fesses, dans le sexe ou dans les fesses d'un enfant. Une petite fille, un petit garçon, 7-8 ans, pas plus, qui a soufflé ses 7 ou 8 bougies plantées sur son gâteau d'anniversaire il y a seulement quelques mois, quelques jours, quelques minutes peut-être. On a l'image ? Un pénis d'homme adulte, enfoncé dans le corps d'une petite fille ou d'un petit garçon de 7 ou 8 ans. Une image dégoûtante, terrifiante, révoltante, une monstruosité. Le pénis ou la main, les doigts, les lèvres utilisés pour soumettre, pour prendre, pour nier l'identité comme on vole pour nier la propriété. Le pénis ou la main, les doigts, les lèvres sont au viol ce que le fusil à pompe, le revolver ou le couteau sont au braquage. Une arme ? Dans le vocable violence sexuelle, l'adjectif ne doit pas prêter à confusion. Le sexuel est d'ordre instrumental, toujours et exclusivement. Il caractérise la violence perpétrée par le sexe. La confusion est de penser que parce que cette violence est sexuelle, elle est du registre de la sexualité. Ah, si on le tenait, cet homme adulte qui enfonçait son pénis dans le corps d'une petite fille ou d'un petit garçon de 7 ou 8 ans, on le jugerait, on le déclarerait coupable, on le condamnerait à une peine, une sévérité proportionnée à la monstruosité de l'acte qu'il a commis. Si on le tenait, on ferait ça. Cette petite fille, ce petit garçon avec ses 7 ou 8 bougies sur son gâteau d'anniversaire, si on le connaît, c'est cet enfant. On le protégerait bien sûr. On l'emmènerait à l'hôpital, en urgence, pour vérifier son état de santé, parce que c'est grave un viol. On demanderait à des spécialistes de s'occuper de lui. Des spécialistes des blessures de violence sexuelle. On ferait tout ça. Si on savait quelque chose, on ferait tout ça. Si on savait. Si on les voyait, ces enfants violés. Mais on ne sait jamais. Et le coupable, on ne le tient jamais. Enfin, presque jamais. Du côté des enfants, on a des petites 7 ou 8 ans. Et même moins. Plus aussi. Des adolescents, des adolescentes, des bébés même. Mais ce sont jamais des enfants violés. Ce sont forcément des menteurs, car il ne faut pas les oublier. Les enfants mentent. Des enfants qui disent des choses tellement incroyables que c'est bien la preuve qu'ils mentent. Qu'ils sont manipulés. Qu'on leur met dans la tête des histoires de viol. Alors que ce n'est pas vrai. On n'a pas des enfants victimes de violences sexuelles, on a forcément par des dizaines de milliers chaque année des enfants qui mentent, qui inventent, qui délirent. On a même des enfants qui prennent leurs fantasmes pour la réalité. Par exemple, forcément, on a des adolescents qui mentent. On dit, elles couchent avec leurs petits copains, mais elles ne veulent pas leur dire à leurs parents. Alors elles mentent. Elles accusent leurs petits copains de viol. Elles préfèrent que leurs petits copains soient en prison plutôt que de ne rien dire à leurs parents. Comme tout le monde. On n'a pas des enfants victimes de violences sexuelles. On a seulement des enfants manipulés, forcément. Par dizaines de milliers chaque année, des enfants à qui quelqu'un dit de mentir à la police, au juge, qui leur répète tellement de choses fausses que les enfants finissent par croire que c'est vrai, et par le dire avec une telle sincérité, une telle douleur qu'on croirait presque que c'est vrai. On s'y laisserait prendre si on ne faisait pas attention. On se laisserait emporter par la manipulation, on serait manipulé soi-même, au lieu d'être en présence d'un des 160 000. On est forcément devant un enfant manipulé par une enfant qui veut bénéficier du mensonge. L'idée courante, c'est que ce sont presque toujours des mères qui font ce genre de choses, qui manipulent leur enfant, qui l'emmènent au commissariat pour mentir aux policiers. Elles auraient une idée derrière la tête, elles se disent que la justice va interdire au père de voir son enfant. À la place des enfants victimes d'inceste, on aurait donc toujours des enfants manipulés par leur mère. L'idée doit être que ces mères s'imaginent que si leur enfant va voir le policier, l'éducatrice, l'enseignante ou le médecin, et dit « je fais partie des 160 000 », ou « je dénonce des violences sexuelles dont je suis victime et c'est mon père qui avait ça », on va croire leur enfant. Ces mères penseraient donc qu'on va vouloir protéger leur enfant en interdisant au père de les voir. Pour cette raison, qu'elles imaginent pouvoir tirer profit du mensonge et qu'elles manipulent leur enfant. Alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, on va les accuser de manipulation et on va leur enlever leur enfant. Que s'imaginent tous ces enfants, ces deux adolescents qui disent que leur petit copain les a violés, ces garçons, ces filles qui disent que leur professeur, leur entraîneur, leur catéchiste, leur grand-père, leur sœur les a touchés là et qu'il les a violés.
Que s'imaginent ces mères qu'on accuse d'inventer des histoires pour que leurs enfants les répètent et qu'on accuse le père d'inceste? Qu'on va les croire? Qu'on va les protéger? Oui, c'est en effet ce qu'ils pensent. Qu'on va les croire et les protéger. Protéger leurs enfants. Ces enfants. Ces mères le pensent. D'autant plus qu'on leur a donné l'assurance que c'est ce qui se passerait. On leur a dit, on leur a montré des films, on a diffusé des spots publicitaires du gouvernement avec un message clair. Vous pouvez avoir confiance, n'attendez pas avant de révéler ce que vous subissez. Voilà donc la situation. Les viols et les agressions sexuelles sont des violences d'une extrême gravité et sont une réalité d'une ampleur tout aussi extrême, par le nombre et par les conséquences. Lisez ces livres. Sortons du déni. Protégeons nos enfants. Ensemble.